Yippee-ki-yay, motherfucker. Non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Chères auditrices et chers auditeurs cinéphiles, bonjour, bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui, à l'instar de Jean-Claude Van Damme, fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Aujourd'hui, nous avons un programme pour clôturer cette année, un programme relativement appétissant, puisque nous parlerons aujourd'hui du Traître, le film de Marco Bellocchio, puis on parlera de Motherless Brooklyn, le film de Edward Norton, avant de finir avec Atlantique, le premier long métrage de fiction de Mati Diop. Pour commencer cette émission, nous allons dévoiler une liste de 10 films que nous vous recommandons, que nous retenons, qui nous ont marqués en 2019. Et nous allons annoncer cette liste par ordre alphabétique, puisque nous avons décidé de ne pas faire de top numéraire, on va dire, et ne pas déterminer un numéro 1 et un numéro 10. Voilà. Qui c'est nous, en fait? C'est très bizarre, parce que ça fait très longtemps que je parle. Il y a Lucien Alflands qui est là. Bonjour Lucien. Salut Oli. Manuel As. Salut les gars. Et Julien Rombaud. Salut tout le monde. Et donc, nous allons annoncer cette liste de 10 films et je commence par en annoncer un et puis chacun de mes collègues en annoncera 3 autres. Donc, le premier film dans l'ordre alphabétique, c'est Dragged Across Concrete, le film de S. Craig Zeller avec Mel Gibson et Vince Vaughn. Ensuite, on a Green Book de Peter Farrelly, Le Mans 66 de James Mangold et Le Traître de Marco Bellocchio. Et donc moi je vais vous conseiller Mid-90s de Jonah Hill, Mirai ma petite sœur de Mamoru Hosoda et bien sûr l'indétrônable Once Upon a Time de Quentin Tarantino. Et on termine avec Parasite de Bong Joon-ho, Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma et The Irishman du master Martin Scorsese. Comme tu es content d'annoncer ce film-là en dernier. Je suis content de l'annoncer. Voilà, donc un top quand même assez américain. Je crois que la moitié des films, une bonne... 6 sur 10. 6 sur 10 sont des films américains, ce qui ne reflète pas forcément la santé du cinéma américain mainstream, on va dire. Moi, je m'étais fait chier à mettre des daubes françaises dans mon top pour qu'il y ait un peu de multiculturalité. Et Mirai, ma petite sœur, qui est le seul film que nous n'ayons pas traité cette année d'ailleurs. Bon, on va commencer tout de suite avec Le Traître, le film de Marco Bellocchio. Faccia i nomi, Buscetta. Dottor Falcone, noi dobbiamo decidere solo una cosa. Chi deve morire prima, lei o io? Io rinnego questo nome, io rinnego Tommaso Buscetta. Non ci sono intoccabili. Non mi fraintenda, ma ho più paura dello Stato che della mafia. Io sono stato e resto un uomo d'onore. Sono loro che hanno tradito gli ideali di Cosa Nostra. Per questo io non mi considero un pentito. Le Traître, c'est donc le nouveau film du réalisateur italien octogénaire Marco Bellocchio. Depuis son premier long métrage Les Poings dans les poches en 1965, le réalisateur a signé plus d'une vingtaine de films souvent très remarqués, et notamment ces dernières années avec Vincere en 2009 ou encore Fait de beaux rêves en 2016, qu'avait adoré notre transmetteur Julien Rombaud ici présent. C'est le cas aussi de ce nouveau film, donc, qui est acclamé par la critique, une critique dithyrambique, et qu'il a coécrit avec 3 scénaristes, dont Francesco Piccolo, qui a beaucoup travaillé avec Nanni Moretti. Alors, l'histoire, c'est quoi? Inspiré de faits réels, le film retrace la vie de Tommaso Buscetta, ne l'appelez surtout pas Busquetta, membre de la Cosa Nostra qui s'exile au Brésil début des années 80, laissant les familles siciliennes s'entre-déchirer pour le contrôle du trafic d'héroïne. Interpellé au Brésil, il est extradé en Italie où il collabore avec le juge Giovanni Falcone, devenant le premier mafieux à briser l'omerta.
De ces révélations découlera le maxi-procès de Palerme qui aboutira à la condamnation de plusieurs centaines de mafieux, dont le fameux Salvatore di Totorina. Dans le rôle titre, on trouve le très charismatique Pier Francesco Favino qui collabore pour la seconde fois avec Marco Bellocchio après Le Prince de Hombourg en 97. Et c'est un acteur qu'on a pu voir notamment dans Romanzo Criminale de Michele Placido en 2005 ou dans les films de Stefano Sollima ou encore dans Rush de Ron Howard. Oui, tout à fait, un Ron Howard avec une bonne presse mais que je n'ai pas vu. Julien, qu'as-tu pensé du film Le Traître de ce bon vieux Marco Bellocchio ? Eh bien, un joli accent italien, Olivier, tout d'abord. Non, mais pour moi, Bellocchio, c'est un très grand cinéaste et c'est un peu la synthèse de l'émission, en tout cas selon moi évidemment, et donc de la vision du cinéma, c'est-à-dire que c'est un auteur très singulier, enfin c'est toujours singulier, donc toujours personnel, profond, et en même temps c'est du cinéma qui peut vraiment aller chercher un public très large. C'est distrayant, divertissant, c'est toujours très chouette à voir, et en même temps c'est toujours, comme je le disais, singulier. Et j'avais adoré effectivement Fait de beaux rêves et j'ai adoré Le Traître qui pour moi est l'un des 3 films de l'année. Je trouve qu'il manie plusieurs genres, toujours avec beaucoup de virtuosité. Je trouve que c'est très sobre et en même temps c'est très réaliste. Sobre. Justement, je trouve qu'il y a des scènes très sobres dans le jeu, etc. Et qu'en même temps, ça part effectivement dans du baroque, ça part dans tous les sens, il y a des touches oniriques. Effectivement, si tu fais allusion au tribunal et tout ça, les scènes sont pas sobres et c'est ça qui... Non, je vois ce que tu veux dire, c'est juste que le mot sobre pour qualifier l'entièreté du film, c'est un peu... Je trouve qu'il y a des choses qui sont traitées avec sobriété, et ce que je veux dire c'est avec pudeur. Tu vois, je trouve que les personnages sont vulgaires, parfois too much, mais en même temps c'est toujours traité avec pudeur, je trouve. Et effectivement, on touche à parfois des scènes de tribunal complètement folles. Enfin, on est presque dans la commedia dell'arte, quelque chose de complètement exagéré. et je trouve que le film est vraiment admirablement construit, avec des ellipses qui viennent nourrir le spectateur, et puis qui nous amène vraiment vers un climax qui m'a tiré les larmes aux yeux, selon l'expression de Lucien, qui est l'affaire, le sort des 2 fils, comment c'est filmé, comment c'est ramené, et puis surtout comment le personnage principal le ressent ensuite. Et comment il le traîne sur tout le long du film pour arriver justement à ce climax qui est assez brillant, et comment il tourne autour de ça aussi avec une chanson de pop italienne qui revient plusieurs fois et qui est extrêmement bien gérée. D'où Et le climax aussi, avec une idée de scénographie très belle sur la fin du personnage principal. Et cette idée de mort qui accompagne les personnages tout au long de leur vie, avec une mise en parallèle du premier meurtre qu'il accomplit pour la mafia et de sa propre fin à lui. Il y a une idée scénographique dessus qui est développée tout au cours du film, sur aussi le mensonge de ce personnage qui est un traître, mais pas vraiment un repenti. Il ne va pas se repentir d'une partie de ses actions qu'il va exercer au sein de la mafia. Donc il y a cet aspect-là qui est assez beau, qui est développé tout au long du film sur cette chose qui ne va jamais révélé au juge Falcone et qui va le poursuivre tout au long de sa vie, qui est quand même sa propre culpabilité à lui. Il y a des ponts à faire, je trouve, non pas dans comment c'est traité, mais avec Scorsese, justement, The Irishman, et là aussi, pareil, c'est aussi le monde qui change, la mafia qui est en train de changer, qui verse dans le trafic d'héroïne, ce qu'il a toujours défendu de ne pas faire, et lui qui refuse qui ne se reconnaît plus là-dedans, et les autres qui restent dans la vision de ce qu'elle doit être. Il y a quelque chose d'assez émouvant, je trouve, dans le monde qui change, et le personnage qui du coup sortir. Et alors il y a une tension complètement folle, je trouve, dans le film. C'est tendu comme un fil, et je trouve qu'il arrive toujours vraiment à magnifier la réalité, à la rendre fantasmatique, fictionnelle, et du coup à faire du pur cinéma. Bah oui, tu parlais tout à l'heure de ce personnage, Manu rebondissait dessus, et c'est vrai que ce qui est super intéressant avec ce Buscetta, c'est qu'il il arrive à en faire un personnage qui est à la fois touchant et ridicule, qui est à la fois auquel on peut s'identifier, mais qui est quand même un mec, même aussi repenti soit-il. Il y a tout un discours entre la dichotomie entre l'aveu et le repentissement, et en fait ce gars a quand même du sang sur les mains, et en fait notre raccroche même à ce personnage te questionne toi-même en tant que spectateur, et ton rapport à une telle culpabilité, à tout ça. C'est vraiment un film malin là-dessus. Moi je trouve aussi un truc dont t'as pas du tout parlé, dont
il faut parler, c'est que le film, Bellocchio filme admirablement bien les régions italiennes que j'imagine il connaît, mais ce qui est dingue aussi, c'est qu'il filme, je trouve, tout aussi bien le Brésil et les États-Unis, qu'on reconnaît en un plan, on sait exactement où on est quand il faut. Il en tire visuellement quelque chose tout en gardant à chaque fois un discours, que ce soit sur le traitement policier, par exemple au Brésil, les méthodes policières, ou bien sur, disons, une certaine méthode de vie aux États-Unis. Ouais, c'est un film. Je pense que c'est vraiment un classique instantané. Moi, en le voyant à chaque scène, je me disais waouh, ça va rester, ça va rester, ça va rester. Et tu parlais tout à l'heure, justement, Julien, que le film montrait la fin d'une ère de la mafia, mais il le fait à la fois comme chez Scorsese, sans aucun passéisme ou nostalgie, parce que c'est vraiment de te montrer, oui, cette idée que auparavant, avant l'arrivée de l'héroïne, la mafia était régie par des codes, un code d'honneur, etc. Ça explose en vol avec la première confrontation entre Bruschetta et le juge... entre la première confrontation entre Bruschetta et le juge Falcone, où il y a vraiment cette idée qui est complètement balayée, qu'on n'est plus du tout dans cette idée de bascule d'un monde à un autre, de l'ancien et le nouveau, mais avec le fait que l'ancien était porteur d'une vertu que n'a plus le nouveau. Et je trouve que le film, tu parles de classique instantané, mais pour moi, il est quasiment dès sa première scène. Sa première scène d'intro qui est juste magistrale. Qui est peut-être la seule scène qui... On pense au parrain, quoi, vraiment. Qui se raccroche justement avec une imagerie plus classique, une image plus classique du film de mafia. Et comment, par le flux incessant des regards des personnages, constamment coupé, interrompu par le mouvement de la fête, tout se passe dans le non-dit et t'explique, et te fait ressentir même, surtout, qu'il y a quelque chose déjà de vicié dans cette première scène, qu'en fait, que cette réunion de famille est complètement viciée de l'intérieur, et que même sans aucune parole, tu sens le malaise et tu sens que tout va finir par exploser. Et cette scène est juste magistrale dans la manière dont les échanges de regards, les mouvements de danse, les allers-retours, le nombre de personnages qui brassent sans forcément te les présenter, mais en te faisant comprendre les liens qui les apparentent, c'est super fort, quoi. Tu parles de regard, c'est quelque chose qui revient souvent aussi quand on s'intéresse un peu à la critique et l'analyse cinématographique. On parle souvent du regard, et fatalement au cinéma ça a un sens, mais ici c'est vraiment littéralement un film sur le regard, où tout a rapport à ça, les confrontations se font sans se regarder, ou en se regardant, ça en dit long sur la manière dont ils appréhendent les choses. Le fait même que Bruschetta met tout le temps des lunettes noires, cache ses yeux lorsqu'il va dire la vérité ou non. Enfin, il y a tout un rapport là-dessus. Et en fait, tu parles de cette scène inaugurale qui est absolument merveilleuse, qui est presque, encore une fois, on pourrait le dire comme par rapport au Scorsese, crépusculaire. Et puis à partir d'un moment, même, on pourrait dire, d'une scène où, pour le coup, il y a un meurtre qui se passe dans un endroit rempli de miroirs, donc où tous les miroirs explosent. Donc là aussi, c'est de vraiment redynamiter le regard pour redémarrer sur quelque chose d'autre. Et à partir de ce moment-là, il balaye un peu tous les moments attendus du film de mafieux pour aller vers quelque chose de tout à fait différent, qui est ce qui l'intéresse plus, en fait, qui est de se brosser ce portrait de ce personnage, et du coup de toute une... Et cette scène d'intro qui, en plus de sa virtuosité, va vraiment servir de terreau au reste du film et permettre des allers-retours et de la compréhension. On comprend a posteriori ce qui était déjà si beau pour le regard à la scène d'intro. Ouais, ce qu'il y a, c'est qu'elle elle va déjà, avec très peu de choses, incarner déjà profondément le conflit qui est à l'intérieur du personnage principal, et tu vas vraiment comprendre, en fait, tout de suite après il est exilé, et tu comprends déjà les raisons de son exil tout de suite. Enfin, en effet, moi je suis d'accord avec vous, c'est une scène qui est absolument brillante, et puis d'ailleurs tout le film est brillant. C'est vrai que le film est de 2h30, mais ça passe super vite à la vitesse de l'éclair. Je suis pas d'accord quand vous parlez du parrain au début, parce que moi, au contraire, ce film-là, comme le film de Scorsese, s'attache vraiment à déglamouriser complètement par la toute suite, la mafia, mais peut-être pas dans la scène inaugurale. Elle fait référence à une imagerie qui est liée à ces grandes fêtes de famille, etc. Les danses, etc. Ouais, mais on est déjà dans les baskets du personnage qui se sent partir, qui se sent en décalage par rapport à... Tout à fait, mais ça. cette scène-là, c'est la seule quasiment à reprendre un petit peu ce cadre
un petit peu plus... Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis par la suite, parce que c'est le choix même de prendre cet acteur et de s'intéresser à ce personnage et de démythifier un peu la figure du mafieux, mais ça arrive plus tard. Pour moi, c'est vrai que la scène, comme je disais, jusqu'à la scène du miroir, et pour moi, elle a son sens en ce sens. Le début du film, pour moi, peut presque s'inscrire dans une forme de classicisme, si on peut dire, à la manière de Coppola. Pour après le démystifier totalement, quoi. Moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que en plus vous avez il y a le rapport très fort avec le personnage du fils qui syncrétise hyper fort que le verre est déjà dans le fruit. Et moi, je suis vraiment avec le personnage principal à ce moment-là, et je suis vraiment plutôt sur le départ et sur déjà le fossé qui commence à se creuser avec ce monde-là, et je sens le malaise déjà dans cette scène. Oui, bien sûr. Mais... Il y a un truc qui est fabuleux dans le film, c'est les motivations, du personnage. À mon avis, tu peux revoir le film 50 fois et trouver le personnage toujours aussi épais, toujours aussi... déjà, l'acteur qui l'interprète est assez épais. Tu peux t'interroger sur ses motivations. Il en a de multiples, mais en même temps, est-ce que c'est précisément qui le fait basculer de l'autre côté, ou est-ce que c'est une galaxie de motivations? Et puis, tu as en effet ce rapport où il est comme ça, encore... on va dire nostalgique de la mafia de papa, on va dire. Et puis cette scène finale qui remet les points sur les i comme ça, en mettant le fait que ce code d'honneur derrière lequel il se cache ne lave pas la violence dans laquelle il a trempé. Ouais, il est complètement constitué par cette violence. Elle est inhérente à lui. Mais ce qui est fabuleux, et tu as raison de le dire, c'est que en fait, Bellocchio arrive toujours à rendre ses personnages hyper complexes et non pas... Exactement. Moi, ce personnage, je l'ai vu un peu comme un vétéran, un mec qui était revenu de la guerre, quoi, un peu dégoûté parce qu'il avait connu. Et en même temps, s'il choisit de se repentir, c'est presque plus par... Il ne se repentit pas. Non, oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai, tout à fait. Il y met un point d'honneur, justement. Il y met un point d'honneur. S'il choisit de parler, c'est plus par fidélité à ses propres codes moraux liés à la mafia que pour un système judiciaire. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est très intéressant dans le film, c'est que on insiste beaucoup, Bellocchio insiste beaucoup dans le film sur le fait que le personnage est un jouisseur, sur le fait que le personnage est un mec qui aime la chair, et il oppose ça au fait que les autres sont avides de pouvoir et avides de... Il le dit textuellement à un moment. Ou d'argent ou de pouvoir. Mais entre une pulsion de vie, entre guillemets, une pulsion de mort, c'est assez synthétisé dans une scène où il va de flashback, où il baise une pute en prison, et il va se déplacer au sein du dortoir pour aller mettre un drap par-dessus un des détenus qui est décédé dans son lit. Ouais, et donc je vais enchaîner aussi avec d'autres choses qui sont faites purement dans la mise en image et le découpage. Dans le film, au bout d'une vingtaine de minutes, tu as une série d'assassinats en voiture, et à partir de ce moment-là, à chaque fois que tu es dans une bagnole, tu as l'impression d'être dans un cercueil ambulant. Rien que le fait d'être à l'intérieur de l'habitacle d'une voiture te fout déjà la pression. Et la mort de Falcone est d'une violence. J'allais dire, la scène, tu parlais de classique instantané, mais cette scène de... Bon, tu l'as dit, du coup, de fin de Falcone, elle est effectivement... c'est pas comme si on savait pas, quoi. Non, immédiatement classique, et en tout cas, et comme tu parles d'habitacle, de cercueil de voiture, on est en plein dedans. Ouais. Et même plus que ça, en fait, c'est toute la figure du mouvement en avant qui va devenir un peu menaçante dans ce début de film, et parce qu'après tu as toute cette scène où qui est filmée aussi de manière assez subjective quand il rentre chez lui au Brésil, qui te met une pression, et tu ne sais même pas comment cette pression te monte jusqu'à l'intervention des militaires à l'intérieur de la maison, et c'est aussi très très fort, quoi. Et puis voilà, ce qui est incroyable dans le film, c'est que même s'il est tendu et hyper homogène, tu as plein de tons différents. C'est vrai que les scènes de procès, elles sont jouissives parce qu'ils sont montrés comme des bouffons. C'est des bouffons et en même temps c'est des charognes. Ouais. Ils sont montrés comme des bouffons, et en même temps, là aussi, ils sont pas. Enfin, il y en a un qui cite Butor, etc., ce qui est assez drôle. Et dans ils sont drôles, ils sont contre leur gré, mais drôles. Oui, c'est ça, ils sont hauts en couleur, on va dire. Mais même dans la confrontation avec Kahlo, parce que tu parles du moment jouissif, rien que sur le jeu, ce qui se joue entre deux, c'est assez fabuleux, c'est très fin, quoi. Voilà, et en effet, sur sa dernière longueur, le film réussit à t'émouvoir grâce à son climax, où là, les mafieux sont montrés en effet comme des personnages vraiment exécrables et bas et vils. Et aussi la manière, aussi dans la dernière confrontation avec la justice de Buscetta, qui, quand il décide de s'attaquer
à la politique, vraiment non plus au cercle mafieux mais à la politique. C'est très fin comment en fait Bellocchio te dit en sous-texte la corruption de ce système politique, tout en montrant l'avocat en train de mettre à nu aussi toutes les barrières que s'était érigé le personnage principal pour se draper dans un rôle qui n'embrasse pas complètement, parce que justement il ne se repent jamais. Et tout d'un coup, là tombe une par une ses condamnations, ses mensonges, et à la fois le personnage se fait dépouiller littéralement, il est mis à nu, et à la fois il est mis à nu pour couvrir un système politique qui ne veut pas qu'on l'atteigne, quoi. Bellocchio, tout le long du film, traite même la mafia comme faisant partie intégrante de la société et tout le rapport qu'il y a. Enfin, c'est là-dessus que cette dernière partie, comme tu dis, est super intéressante. Je trouvais une scène très belle, c'est quand il est au téléphone avec sa femme et qu'elle se déshabille sans le lui dire forcément, qu'il comprend, et le sourire qu'ils ont tous les deux à se parler. Parce que c'est là aussi que je parlais de sobriété. Enfin, quand je disais qu'il y a de la pudeur, c'est que évidemment la nana commence à se masturber, etc. Ça pourrait être très lourd, mais en fait, c'est amené de façon très subtil, je trouvais, ça reste très beau. Et remets ton froc, Julien. Pardon, ça m'a échappé. Mais en tout cas, je voulais juste dire, j'ai l'impression que à chaque fois que je vois un film de Bellocchio, je me dis que c'est quelqu'un d'hyper sous-estimé, sous-coté, alors que pour moi, c'est vraiment un des très grands cinéastes. Très bien, mais on va terminer ici sur ce film que je pense qu'il faudra revoir, parce que quand vous m'en parlez, ça me rappelle encore certains dialogues qui, je pense, ont le double sens, triple sens, quadruple sens. Ça a pu m'échapper à une première vision. Ce qui est intéressant quand on parlait du parallèle avec le film de Scorsese, c'est de voir ces deux films qui sortent en fin d'année et qui, dans leur traitement de la mafia, ont plus des procédés narratifs qui quelquefois se recoupent, notamment dans le Scorsese. Il y a la volonté chaque fois que le personnage de De Niro rencontre d'autres personnages qui ont existé, de faire un arrêt sur image et de montrer la date de mort de ces personnages-là. Et Bellocchio utilise la même chose dans ce début de film où il montre ce compteur de morts, ce massacre avec un compteur de morts où on n'en voit qu'une dizaine sur les centaines de personnes qui passent dans cette guerre rangée de la mafia. Ouais, il m'a fallu quelques secondes, enfin quelques minutes avant de comprendre ce qu'était ce compteur, et quand tu t'en rends compte, c'est assez percutant. Mais juste un dernier mot, pas sur le film directement, mais cette année, concrètement, moi, il y a eu 4, 5, peut-être même 6 films, enfin en tout cas 5, que j'avais envie de revoir à peine ils étaient terminés, quoi. Je serais bien resté dans la salle pour en reprendre une. Moi, je crois que dans ma vie de cinéphile, ça ne m'est jamais arrivé. C'est vraiment je pense qu'on est vraiment face à une grande année de cinéma. Mais aussi une fin d'année de cinéma qui a toujours dans ces grands films un peu un aspect fin de règne. Oui, on passe à une autre décennie. Eh bien, on va passer à Motherless Brooklyn, le film de Edward Norton. Frank Minna, Private Eye. Boys. Frankly, Franco! He's the one who taught me how to use my head, turn it into a strength. He gave me a place in this crappy world until I screwed up. Frank! Brooklyn's in trouble now. Ooh. Does anybody know what Frank was into on this? There's something going down, and it's big, and they were not happy about what he found. We find who did this, and we square accounts. If I figure it out, I'm gonna make him regret it. I promise you that. That's her. That's the girl that Frank was following. I think she found something. What happens to poor people in this city wasn't news yesterday, and it won't be tomorrow. Where's everybody go? Mostly just disappear. This town is run by Moses Randolph. When someone isn't seen for what they truly are, that's a very dangerous thing. Do you have the first inkling how power works? Power is knowing that you can do whatever you want and not one person can stop you. Those people are invisible. They don't exist. Nous parlons donc maintenant du deuxième long métrage réalisé par Edward Norton après la comédie Au nom d'Anna en 2000. Cette fois, il a également écrit le scénario, une adaptation du livre Les orphelins de Brooklyn de Jonathan Lessem, paru en 1999, date à laquelle Edward Norton a découvert ce livre et aurait souhaité en acquérir les droits. Fait intéressant, pour son adaptation, Edward Norton a choisi de déplacer dans les années 50 une intrigue qui se déroulait précédemment, enfin de manière littéraire, dans les années 90. Ça raconte quoi? Donc, New York, 1954, Lionel Essrog fait partie du cabinet de détectives privés mené par Frank Minna, c'est Bruce Willis. Dans cette équipe, tous sont des orphelins recrutés par Minna dans leur enfance.
Un jour, ce mentor, donc Bruce Willis, est assassiné sous les yeux de l'élève Lionel. Pour retrouver ces assassins, ce dernier va mener une enquête qui le mènera des taudis du Bronx aux hautes sphères des politiques urbanistes de la ville, en passant par les clubs de jazz de Harlem. Mais un petit détail va compliquer sa mission. Lionel, notre héros, est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Le film est éclairé par le vétéran Dick Pope, chef opérateur attitré de Mike Lee, et compte à son casting Bruce Willis dans le rôle du mentor, Bobby Cannavale qu'on retrouve après The Irishman, Willem Dafoe ou encore Gugu Mbatha-Raw. Excusez-moi si j'ai mal prononcé, qui a un rôle assez important, le premier rôle féminin. Manu, qu'as-tu pensé du film de ce bon Edward Norton ? Alors, Rain Man rencontre LA Confidential. Donc, disons que c'est pour moi... c'est un film qui est plein de promesses, mais qui en tient assez peu. C'est un film qui débute sur une scène où justement le narrateur, interprété par Edward Norton, t'indique qu'il va te raconter son histoire en chemin. Le problème, c'est que c'est sur une séquence où t'es enfermé dans un habitacle d'une voiture qui est à l'arrêt. Et c'est un film qui, je trouve, qui se déplace très peu dans l'action, qui est extrêmement verbeux, extrêmement dialogué, extrêmement écrit, en plus surchargé par une voix off qui aide encore moins la chose. Et voilà, ce portrait de la ville que promettait le film, de te déplacer de Brooklyn, Harlem, au Bronx. Mais déjà, ce trajet urbain, il est assez peu visible à l'écran, je trouve. Que ce soit dans les déplacements en voignole, etc. Je n'ai pas forcément une sensation de cette ville qui se déploie. Je trouve la reconstitution d'époque assez pauvre. Je ne comprends pas trop l'idée de déplacer justement le cadre du récit d'un récit plutôt contemporain, un récit qui évoque beaucoup plus l'imagerie du film noir. Je trouve qu'il y a un problème aussi de midcast sur certains personnages principaux du film. Le personnage de Bruce Willis, je trouve que c'est un midcast complet. Le personnage de sa femme, interprété par Leslie Mann, c'est pareil. Et en plus, qui pour moi n'a aucune incidence dans le récit. En revanche, là où le film marque des points à mon sens, c'est que si sur l'aspect du film noir, je trouve qu'il il pêche beaucoup, parce que cette volonté de te montrer que justement l'architecture de la ville, comment elle se dessine, va peser sur la vie des gens, ce n'est fait uniquement au travers des dialogues que s'échangent les personnages, quelquefois qui sont plutôt bien trouvé, l'échange entre le personnage féminin de Laura et celui de Lionel, où elle lui explique justement que les Noirs qui prennent le bus ne peuvent pas aller se déplacer dans ces grands parcs des centres de loisirs qui sont en dehors de la ville. Donc il y a des petits détails comme ça où il pointe des choses assez justes, mais ça reste dans le cadre du dialogue et c'est jamais incarné pour moi à l'écran. Là où le film réussit, c'est sur l'espace du love interest, sur l'espace de la romance entre ces deux personnages, où là pour le coup je trouve qu'il est beaucoup plus juste dans son rythme, dans la manière dont il va dépeindre cette idylle entre ces deux personnages, notamment comment le personnage de Norton, dans une très belle scène de danse au sein d'un club de jazz à Harlem, va devoir gérer son syndrome de Gilles de la Tourette lors d'une danse avec elle, et quelques petits éléments où il a constamment envie de la toucher en s'excusant, et comment ce petit détail, progressivement dans l'évolution de leur relation, va passer de quelque chose d'assez trivial à quelque chose d'assez touchant dans la relation. Donc voilà, je trouve que c'est un film qui pêche sur sa promesse de film noir, qui est très très loin des attentes qu'on peut avoir vis-à-vis du film, et qui est un film qui pour moi est assez platement filmé, mais qui a une belle logique de personnage sur son love interest. Je suis d'accord que la logique de film noir est ratée. Déjà, on comprend beaucoup trop l'intrigue. Le problème, c'est qu'il y a par exemple la révélation que va avoir le personnage sur cette enveloppe qu'il va devoir chercher, qui aurait caché le personnage de Bruce Willis avant de mourir. Dès la première scène, il insiste tellement par des aspects de dialogue sur une des marottes du personnage de Bruce Willis que tu sais où cet indice se trouve. Et ce qui était en plus une belle idée d'écriture, parce qu'elle repose sur une imagerie assez symbolique de l'idée que c'est en se creusant les méninges, en se creusant ce qu'il y a à l'intérieur de sa tête qui va trouver où les choses sont cachées, qui aurait pu être une belle idée de plan assez symbolique de la découverte de ce truc-là.
c'est filmé assez platement et c'est éventé dès le début du film. Après, je pense que c'est un film que moi j'ai pris du plaisir à suivre, mais c'est surtout un film de quelqu'un de malin et de cultivé et qui sait ce qu'il veut y mettre. Et ça, je trouve qu'il le réussit plutôt correctement. Qu'est-ce qu'il veut y mettre selon toi ? Je pense qu'entre autres, il est obligé, pour que son propos fonctionne, il est un peu obligé de le replacer avant, et donc, en l'occurrence, il en profite avant dans le temps. Le bouquin ayant été écrit, se passant dans les années 90, là il le replace dans les années 50 pour pouvoir utiliser cette espèce de moment charnière dans l'histoire de New York au niveau urbanistique qui lui permet d'avoir tout ce traitement-là, qui passe, tu disais, pas du tout par la mise en scène. Je pense qu'il y a un plan ou deux qui laisse un peu entendre ça. Maintenant c'est vrai que ce traitement-là passe surtout à travers les dialogues avec son love interest. Tu parlais d'ailleurs, je fais une parenthèse plutôt du fait que je suis d'accord avec toi, une des plus belles scènes du film se trouve dans un club de jazz, parce qu'en fait il se retrouve chez lui avec sa différence, comme ces gens afro-américains se retrouvent entre eux dans leurs différences. C'est comme ça que je l'ai lu. Et j'aime plutôt ce qu'il essaye de raconter sur l'urbanisme de la ville et sur comment les grands financiers, les grands, en l'occurrence Moses, je sais plus quoi, c'est son nom. Et Alec Baldwin. Alec Baldwin, qui s'inspire très fortement de Moses, l'urbaniste. Et comment il veut faire de ce traitement urbanistique qu'il a dans son film un propos politique. Je trouve que ça marche pas trop mal maintenant. C'est sûr que il l'incarne pas vraiment dans sa mise en scène. Le film est, comme tu dis, un peu plat, même que je me répète pas, désagréable à suivre. Je trouve aussi qu'il y a quelque chose mais ça c'est peut-être plus méta, mais qui m'intéresse beaucoup chez Edward Norton, c'est cette espèce de dualité permanente qu'il a au cours de sa carrière, de son premier film jusqu'à aujourd'hui, a toujours joué des personnages qui sont perdus en fait entre leur on va dire leur innocence et leur noirceur, je sais pas exactement comment dire ça, toujours des personnages qui sont un peu doubles et qui ont du mal à gérer leur double. Donc c'est vraiment de Peur Primale, Hulk, Fight Club, je les ai notés. Les joueurs de Score, Crève Smoothie, Crève, La 25e heure, même L'Illusionniste qui était une belle daube aussi, mais bon voilà, ça à chaque fois il semble vraiment mettre un point d'orgue à articuler sa carrière autour de ça. Et voilà, j'aime ce qu'il en fait, j'aime comment il questionne à travers sa carrière presque la frontière comme ça entre une certaine innocence et peut-être une trop grande conscience, une conscience mauvaise, je ne sais pas exactement comment le signifier. La musique est absolument magnifique, mais parce que quand on prend tous les plus grands de Mingus à Parker, c'est facile. Ouais, sauf qu'il y a une chanson de Tom York qui revient plusieurs fois, qui est quand même hyper envahissante, hyper marquée. Qui casse l'ambiance et qui est dégueulasse. On est d'accord. Je retrouve un peu des idées qui sont fortes et que je trouve bonnes, mais qui sont moins bien incarnées dans la mise en place, dans la forme. J'aime sa manière de se terminer sur une sorte de faux happy end, un peu mélancolique, qui dirait un peu, le fruit est rongé bien jusqu'au pépin et il faut peut-être faire avec. Ouais, mais je trouve que moi, à mon sens, ça ne dépasse pas le stade de l'intention sur ça. Non, mais c'est ce que je dis, c'est peut-être un peu comme ce qu'on disait sur le Polanski la semaine passée. C'est un film où les intentions sont meilleures que le résultat et les parties sont meilleures que le tout aussi. Peut-être, oui. Non, mais c'est parce que Lucien parle de l'ambivalence des personnages de Norton en général, et c'est vrai que je crois que c'est un peu la seule... à mon sens, l'une des principales choses qui fonctionnent du film. Pardon, je te coupe une seconde, mais je trouve que ça, c'est quelque chose qui traite pas trop mal. C'est en fait le syndrome Gilles de la Tourette dans un film. A priori, ça prête à rire. Ici, il arrive à le détourner et en fait à le rendre assez grave pour ce personnage et assez léger dans les yeux des personnages qui l'entourent. C'est là qu'on a déjà souligné que le côté film noir ne fonctionnait pas, mais c'est là que le film fonctionne effectivement. C'est dans son personnage et effectivement, ça le rend très attachant. Après, je trouve que il y a une très longue scène où ils sont dans le lit avec la femme et où il oublie un peu qu'il a des tics. Bon, c'est pas très très grave, mais je trouve que il y a tout un moment où subitement il va mieux. Mais ça fait partie de la logique du film que à son contact il s'apaise aussi. Donc ça c'est pas quelque chose qui me gêne dans le traitement justement du personnage. Bien entendu, mais voilà. Et puis tu dis il le traite pas trop lourd, mais ça traîne quand même souvent autour de bitch à de couilles.
nichon, gros nichon, etc. Enfin, tu vois, je pense que c'est un peu une caricature aussi du syndrome de la Tourette. Mais en tout cas, ce qui moi m'ennuie profondément, c'est que je trouve qu'il est trop exercice de style en fait ce film, et qu'il est trop référencé pour être vraiment original, et que on parlait d'Alec Baldwin, il est référencé pour moi comme dans les sketchs qu'il fait depuis 1 an ou 2 sur Trump, etc. C'est déjà une référence. Et alors, il y a beaucoup de raccords que je trouve un peu ringards et un peu appuyés, des trucs très clichés quoi, de mecs en chapeau qui sont tapis dans l'ombre. C'est les codes du film noir qui sont un peu plaqués, pas toujours investis, des contre-plongées sur les gens qui tabassent. Voilà, il va fumer, je crois que c'est du crack qu'il fume, il tombe un peu à la renverse, il se retrouve dans l'eau, etc. Enfin, c'est des choses tous ces trucs-là, c'est dégueulasse. Ouais. C'est des choses qui sont vues, revues, et que c'est difficile de reprocher à un film noir d'avoir des mecs avec des chapeaux qui fument dans l'ombre. Je suis désolé. Oui, mais c'est comment tu prends ces codes-là. Après, c'est pas très incarné, je suis d'accord. Comment tu peux les dépasser? Lui, je trouve qu'il t'es pas obligé de les dépasser. Ce sont des codes. Si tu les dépasses pas, il y a un truc que je déteste dans le western, par exemple, c'est les mecs qui ont des colts. Ça me dégoûte. Tu vois, c'est vraiment un truc. Mais s'ils sont pas à dépasser, ils sont moins à être incarnés. Et ils sont pas incarnés. Pour moi, ils sont plaqués, ils restent dans les premières images. Je suis assez d'accord là. Et la photographie numérique du film n'aide pas aussi à incarner cette reconstitution historique. Ouais, il y a un beau plan, je trouve. Il y a des trucs, voilà. Sur un film de 2h30. Oh, mais un très beau plan qui est assez iconique, je trouve, et qui résume assez bien le film. Bon, ouais, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Je suis globalement d'accord avec le fait que le film fonctionne pas. Après, c'est pas du tout un film qu'on a envie de bâcher, comme je disais en off. En effet, le côté film noir fonctionne pas, le côté intrigue fonctionne pas. Donc tu restes très en dehors. Il y a un côté petit musée de l'Amérique des années 50 comme ça, et tu as l'impression de regarder ça comme si tu étais dans une reconstitution de parc d'attractions, quoi. Et donc du coup il y a un côté très fabriqué qui moi me laisse perpétuellement en dehors. Je me fous de l'intrigue très très vite. Et alors le seul truc qui m'intéresse, c'est de voir. Donc en effet, c'est sans doute un des classiques du film noir. Ok, au bout d'un moment, l'intrigue est tellement complexe, machin, tu t'en fous. Mais justement, elle est pas assez complexe parce que complexe, tu t'en fous un peu, ça fait partie du truc. Tu as deviné où l'élément à trouver était. Non, début du film. Même pas. J'en avais juste elle est rien pas à complexe foutre. parce que très vite elle est trop dite, et du coup t'as une avance sur le personnage principal. Ouais, moi j'en avais juste rien à foutre. Ce qui m'intéressait, c'était les personnages. Donc il y a un personnage qui a le syndrome de Gilles de la Tourette. Déjà, t'arrives dans le film, tu fais putain, ça va être comme ça tout le temps. Et puis ça continue. Et en fait c'est les choses qui marchent le mieux dans le film sont liées au syndrome de Gilles de la Tourette, que ce soit la danse avec la fille, ou en effet quand ils sont plus dans une intimité. Et c'est là que ça fonctionne. Mais en même temps, les scènes elles underperforment. Elles sont pas vraiment abouties parce qu'elles auraient pu être géniales, mais elles manquent de vie, elles manquent d'incarnation, elles manquent d'idées. Parce qu'elles sont noyées derrière cette intrigue de film noir qui a peu de raison d'être. Ça manque que la mise en scène ou le jeu d'acteur ou ce qui se passe se soit connecté avec ce truc qui est intéressant, qui est en gros comment est-ce qu'un mec qui a Gilles de la Tourette va draguer une fille, et comment est-ce que ça va lui poser des problèmes quand ils seront au pieu. Et c'est ça m'intéresse, tu vois. Ou le côté, justement, quand ils dansent dans le truc de jazz, il y a quelque chose qui est un peu transcendé parce que ça fait des scansions, etc. Donc ça résonne avec la musique. Donc là, il y a un propos, il y a un truc qui fonctionne. Soudain, le film, il devient cohérent. Il y a quelque chose qui devient cohérent dans le film, mais c'est pas du tout assez fouillé, tu vois. C'est 2 fois, 3 scènes dans un film qui dure quand même 2h30 et dans lequel on s'ennuie énormément, quoi. Je suis désolé. Il y a un personnage qui est joué par Willem Dafoe auquel j'ai absolument rien entendu, je ne comprends rien du tout. Le personnage de Dafoe est quand même dans une élucubration constante qui est là pour te faire croire que c'est extrêmement complexe, alors que c'est assez limpide, et c'est quand même un petit peu l'idée de on va en rajouter des tonnes dans son dialogue, dans ses monologues qui livre à Edward Norton pour te perdre sur une base qui est assez simple. Moi, je suis vraiment pas sûr de ça. Je crois vraiment que c'est le personnage qui est comme ça. Le personnage est perdu parce qu'il est complètement à côté de ses pompes, et du coup, fatalement, on en rencontre presque tous les jours des gens comme ça dans les bus, etc. Si Norton le prend, même Norton, le personnage de Norton le prend de loin, et il a une longueur d'avance sur lui parce qu'il sait depuis un moment qui il est, il ne lui dit même pas, c'est juste vas-y, baratine-moi ce que tu veux, de toute façon j'ai une longueur d'avance sur toi. On parlait d'incarnation, et c'est clair que rien que la façon dont il prend en charge le rôle, qui est très volontariste et presque trop incarné finalement, mais aussi un peu mal à l'aise par rapport à ce que disait Manu. Très bien, merci. Je propose qu'on s'arrête là pour ce film, et donc nous allons parler maintenant de Atlantique, le film de Mati Diop.
Issa Diop. Il va charger de l'enquête. Souleymane dañu nekk di ko seet pour crime bu mu def te danga ko nekk di jàppale li nga def lu rëy la. dafa dem géej depuis une semaine. non demul géej démb ci ay boori 22h gis nañ ko. Souleymane mu ngi fi. lii la la. démb si guddi am na lu ma yëg sama yaram. kii Souleymane la man xam naa ne moom la sentir naa ko. Atlantique, c'est donc l'œuvre de la franco-sénégalaise Mati Diop. On la connaît un peu parce que son moyen-métrage 1000 soleils en 2013 avait fait une belle carrière. Et il s'agissait d'un docu-fiction autour d'une projection spéciale du film Touki Bouki, réalisé par son oncle Djibril Diop Mambéty en 1973. Le parcours de Mati est plutôt atypique puisqu'elle a commencé dans le secteur de l'art contemporain avant de réaliser, mais aussi d'entamer une carrière d'actrice, notamment chez Claire Denis dans 35 Roms en 2008. Atlantique, c'est donc son premier long-métrage de fiction qui partage des thèmes avec un court-métrage homonyme, sauf qu'il est au pluriel, que la réalisatrice a signé en 2010. Le pitch, c'est quoi ? Donc, de nos jours, à Dakar, Ada et Souleymane s'aiment en secret. En effet, la famille d'Ada a arrangé son mariage avec Omar, un homme riche et prometteur. Souleymane, lui, c'est juste un simple ouvrier dont le patron malhonnête retient le salaire et celui de ses collègues depuis plusieurs mois. En quête d'une vie meilleure, Souleymane, donc l'ouvrier et ses collègues, prennent la mer en direction de l'Espagne. Il laisse Ada derrière lui seul sans avoir pu lui dire adieu. Le film est coproduit entre la France, le Sénégal et la Belgique. La réalisatrice Mati Diop co-signe le scénario du film avec Olivier Demangel. L'image est signée Claire Maton, qui avait fait celle de Portrait de la jeune fille en feu. Et l'héroïne Ada est interprétée par Mamé Bineta Sané. Atlantique effectue jusqu'à aujourd'hui un parcours critique remarquable. Il a notamment remporté le Grand Prix du dernier festival de Cannes et figure dans la shortlist des présélections à l'Oscar du meilleur film étranger. Est-ce bien mérité tout cela, monsieur Lucien Alflands ? Bah non. Non, je vais développer un peu plus. J'avais plutôt franchement apprécié 1000 soleils à l'époque. La grande différence entre 1000 soleils et Atlantique, c'est que 1000 soleils faisait 1 heure de moins. Et s'il porte un peu les mêmes genres de qualités et peut-être de défauts, j'ai l'impression qu'ici, tout ça est étiré sur 1 heure de plus concrètement. Et du coup, beaucoup d'ennuis pour ma part. Ce qui en découle pour moi, c'est une sorte de portrait politique d'une génération sénégalaise en proie aux maux de son temps. Je trouve que sur 100 minutes, le traitement est quand même vraiment très 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 léger. Alors il y a tout le rapport à la mer, toute cette espèce de traitement poétique qui donne quelques beaux plans. Claire Maton oblige, mais la mer est traitée comme un mi-fantastique, mi-dangereuse, comme ça, qui est peut-être, je sais pas, on peut la voir comme métaphorique d'un cycle menstruel. Enfin bon, voilà, ça reste très, très, très théorique, très lourd. Alors que le film se voudrait d'une poésie un peu effervescente. Moi, je le trouve très évanescent. Très, très, très évanescent et surtout à certains moments assez sursignifiant. Elle essaie de faire un film social, un conte, un portrait presque documentaire d'une jeunesse d'un pays. À certains moments, même un peu une intrigue policière. Le mélange tient absolument pas. Alors oui, il y a des références très ouvertes à Claire Denis, au film de Claire Denis que j'aime bien, à un chef-d'œuvre absolu de Jacques Tourneur. La comparaison est assez peu flatteuse. À Carpenter, enfin bon voilà. Et en plus, j'ai l'impression que cette espèce de poésie fantastique factice est un peu là comme de la poudre aux yeux pour cacher vraiment les béances du scénario. La référence à Carpenter fait quand même référence Carpenter, cahier du cinéma, quoi. Ouais, exactement. C'est surtout la manière dont elle aborde le genre. On va dire soit le genre de zombie ou le genre vaudou, cet élément fantastique du récit est sursignifiant, n'est apporté que pour sa portée métaphorique et politique. Symbolique, quoi, ouais.
ça tire très à la ligne à ce niveau-là, quoi. C'est pas. C'est sûr que à trop chercher la poésie, en fait, finalement, ça lui échappe et ça manque de tranchant et d'incision. Je sais pas si le mot existe. Elle n'est pas assez incisive. Après, il y a quand même quelque chose qui tient d'une vraie belle idée, qui est l'idée de raconter la migration à travers ces femmes qui restent au pays et non pas à travers de ceux qui la vivent. Et c'est quand même une belle idée, comme tu dis. Ouais, franchement, c'est une belle idée. En fait, moi, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que le projet théorique ou l'idée, je les trouve assez bonnes sur papier, etc. Il y a des vraies belles choses. Après, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a deux choses assez pénibles, c'est que le rythme est très monotone, lent. C'est ça, en fait, tout ça, le problème, c'est que ça tient pas sur le temps, parce qu'en fait, toutes ces choses qu'on dit, on les retrouvait un peu dans Mille Soleils, mais c'était beaucoup plus resserré. Donc, les défauts, un peu le côté surface du film, moi, m'ennuyait beaucoup moins. Plus visible, c'est très lent. Et après, je rejoins Manu, même si l'idée que les morts reviennent demander des comptes, etc., peut être aussi une bonne idée de cinéma, mais c'est un peu bas du front et un peu schématiquement donné. Enfin, je veux dire, les scènes sont très plan-plan, pas très intéressantes. Il se passe pas grand-chose quand ils viennent. Enfin. Mais c'est surtout que le fantastique ou le genre n'est abordé que pour sa portée politique ou métaphorique et jamais au premier degré. Pour moi, c'est la même. Pour le coup, elle porte l'héritage de Claire Denis sur cet aspect-là, de la manière dont Claire Denis a investi le film de. Chaque fois que Claire Denis a investi clairement l'espace du cinéma de genre, c'est de manière extrêmement auteuriste, avec vraiment, je m'empare d'une imagerie pour vous plaquer une lecture politique ou métaphorique qui se veut profonde et qui est souvent assez premier degré. Pour citer quelqu'un que t'aimes bien, Manu, je crois qu'on aime tous un peu bien ici, mais j'avais vu ou lu, je sais plus, une interview de Djoumi qui disait ce qu'on aime dans les zombies de chez Romero, c'est parce que ce sont des zombies politiques, mais c'est surtout avant tout parce que c'est des putains de zombies, quoi. Mais c'est surtout ce qui est fascinant, c'est le côté indicible de pourquoi ça te fascine. Là, une fois que tu ne le prends uniquement pour ça, ce qui a été un peu entendu de portée politique, symbolique du genre, si tu l'utilises uniquement pour ça, ouais, ça fait un peu, à mon sens, un peu opportuniste. Et effectivement, il suffit pas d'avoir le blanc des yeux pour que ce soit des créatures ou pour qu'ils existent cinématographiquement parlant. Mais ça marche pas mal esthétiquement, mais ça s'arrête là, quoi. Oui, sauf qu'il se passe absolument rien une fois qu'ils sont là et que finalement on se dit qu'ils soient là ou pas. Et c'est surtout qu'au sein de cet aspect zombie vaudou, se greffe un personnage et une intrigue policière dont je pense Olivier va nous parler parce que elle est très problématique. C'est un film qui voudrait envoûter, qui voudrait hypnotiser, qui voudrait te faire entrer en transe avec ce bruit d'océan perpétuel. Les images sont souvent très contrastées, souvent la photo est vraiment assez belle, souvent il y a un vrai travail sonore et tout. Mais le problème, c'est qu'il y a une mollesse au point de vue du récit qui est plombante, ça te met dans une espèce d'état un peu de flux et de reflux comme la mer. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a une volonté un peu poseuse, je trouve, de refuser le récit, ou de refuser de traiter le récit parce que vraiment le récit c'est quand même has-been, quoi. Tous les éléments signifiants sont traités hors champ ou comme des non-événements, ce qui fait que le film est un encéphalogramme plat dans lequel tu t'ennuies au bout d'un moment. On est les premiers à défendre un cinéma qui est avant tout visuel et qui raconte par l'image, mais c'est vrai que on est de plus en plus souvent face à des films qui font totalement fi de. Mais il y a comme un traitement. Elle fait juste de l'image. Elle fait juste de la photo, quoi. Elle fait de l'image pour de l'image et elle raconte pas grand-chose avec cette image-là. Ouais, absolument. Comme un refus du spectaculaire, c'est ça que je veux dire. Mais on est d'accord, le rythme était très 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 bas et mou. Mais dans ce dont tu parlais de l'hypnose et de l'entêtement qu'elle essaye de mettre, je trouve qu'il y a une scène qui est plutôt pas mal. Il y en a plusieurs qui fonctionnent. C'est la scène du mariage, qui est traité un peu comme un cauchemar avec ce son qui est déformé, qui est complètement étrange et qui donne une connotation à la scène un peu cauchemardesque. Je trouve ça marche pas mal. Il y a plusieurs choses qui fonctionnent plutôt bien. Tu vois, au début, quand Suleiman revient, qu'il est dans la benne, etc., et qu'il y a ce bruit qui revient, qui ressasse, machin, tu te dis, on pourra... Peut-être que le film va rentrer dans un truc, peut-être qu'elle arrivera à faire ça. Mais le problème, c'est que elle a que ça, en fait. Parce que son histoire, elle la sous-traite, elle sous-traite tous les enjeux dramatiques. Du coup, on s'ennuie. Et puis ce personnage de flic qui
pardon, mais joue très mal en plus. T'as vraiment du mal à... C'est une horreur, on dirait une blague, on dirait. Mais c'est ça. Mais il est greffé sur le récit n'importe comment. Ouais, c'est ça, Tu ne comprends pas Pourquoi est-ce qu'on parle de lui, son agressivité vis-à-vis du personnage, tout d'un coup qu'il devient le porteur du corps du personnage défunt. Ça part dans tous les sens, sans aucune logique narrative, juste de faire une vague métaphore de l'image. Juste de l'image pour moi. Après, c'est comme le film d'Edward Norton, c'est pas un film que j'ai envie de bâcher, mais. Comme pour le film d'Edward Norton, c'est un film qui est louable pour ses intentions, très peu pour son résultat, sauf qu'on est là pour débattre des films, on n'est pas à l'avance sur recette du CNC, et donc c'est un beau dossier de présentation, mais en termes de film, c'est un petit peu pour plat. le moment, Manu, pour le moment. C'est vrai qu'on a envie de le défendre a priori, mais tu parlais de la photographie aussi, il y a quand même dans les paysages naturels de la ville, etc., vraiment là aussi des belles images et des belles choses, mais tout ça ne fait pas récit, ouais. Bon voilà, mais revoyez Mille Soleils. Mais Mille Soleils, je suis désolé, mais c'est le même problème. Hein. C'est le même problème, mais c'est 2 fois moins long. Ouais, c'est 2 fois moins long, mais bon, ça reste quand même un film où tu te dis c'était joli, mais on m'a rien raconté. Merci messieurs, on va s'arrêter là sur le film de Mati Diop, et maintenant je pense que Harry Callahan a quelque chose à nous dire. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Est venue l'heure des conseils de cette émission 36, la dernière de 2019. Donc Lucien, qu'as-tu à nous conseiller? J'ai plusieurs choses à vous conseiller. Je vais d'abord parler d'une sous-édition de chez Capricci, qui est Capricci Stories. Et plus particulièrement de Mitchum, l'homme qui n'était pas là, de Lello Jimmy Battista, qui est une sorte de biographie romancée, on va dire ça comme ça, un peu selon l'histoire de quand la légende dépasse la réalité de John Ford, on imprime la légende. Là il y a un peu de ça. Mitchum est traité vraiment comme une pure rockstar, et à travers une plume assez gouailleuse, assez dure, qui sied très bien au personnage de Mitchum. Ça se lit en 1h30, et c'est un vrai bonbon, quoi. Je suis impatient de lire la suite de cette édition. Je vais aussi vous parler d'un film qu'on a failli mettre au programme, qui est La Cordillère des Songes de Patricio Guzman, qui est peut-être, on pourrait dire, si on était un peu méchant, décevant par rapport à d'autres Patricio Guzman, mais qui reste brillant dans son idée de creuser un peu l'histoire du Chili, l'histoire récente du Chili, à travers la Cordillère des Andes, et à travers la vision d'artistes et leur vision de la Cordillère elle-même. Et donc, à travers ça, il arrive à tisser tout un portrait de son pays. C'est brillant, comme souvent avec Guzman. Et alors, c'est une petite remarque, mais j'ai lu il y a quelques jours que le morceau le plus écouté de l'année, c'était, je l'ai noté, je l'avais jamais entendu, s'appelle Old Town Road de Lil Nas X, qui sample un morceau de Trent Reznor avec Nine Inch Nails, et ce qui m'a rappelé qu'en fait, peut-être que dans la décennie qui vient de passer, parmi les plus belles musiques de cinéma, il y avait souvent Atticus Ross et Trent Reznor. Voilà. Et toi Manu, qu'est-ce que tu nous conseilles ce soir? Moi, ça sera pas vraiment un conseil, ou alors pour les plus chevronnés, ou les plus amoureux du bonhomme. Plus masochistes peut-être. Ouais, les plus masochistes, on va dire. Les plus cocaïnomanes. C'est ça, ceux qui aiment autant la coke que le cinéma. Et Mélanie Laurent. Voilà, et Mélanie Laurent. Ça serait pas vraiment un conseil, parce que j'étais plutôt un peu désarçonné par le film, qui est le dernier Michael Bay, qui est sorti directement sur Netflix, qui est Six Underground. Et voilà, c'est un film assez déstabilisant, parce que pendant les 16 premières minutes que sont sa scène d'introduction, on a le cerveau qui saigne. On a le cerveau qui saigne, vraiment, les yeux qui saignent, il y a tout. C'est le retour du Michael Bay première période, et que c'est pas forcément celui que j'apprécie le plus. Je sais pas le nombre de plans qu'il doit y avoir sur ces 16 minutes, c'est extrêmement éprouvant. J'avais entendu parler d'un certain retour à une physicalité dans le cinéma d'action, des corps, etc. dans cette séquence. Je trouve que c'est un film, pour le coup, hyper désincarné. Il y a plein de personnages qui se font rouler dessus, des passants dessus, mais il n'y a jamais d'impact, etc. C'est balayé à toute vitesse. Et au point qu'au bout de 15 minutes, j'avais presque envie de mettre pause sur la plateforme pour arrêter, parce que je n'avais pas forcément envie de prolonger l'expérience. Et
j'ai un ressenti vis-à-vis du film assez partagé, parce qu'il y a une sorte de césure qui s'opère progressivement au milieu du film, entre personnages assez cyniques, où les personnages sont désignés par des numéros, et au fur et à mesure, bon, c'est pas très fin dans le scénario, vont révéler leur vrai nom et former au final une petite famille plutôt qu'une sorte de conglomérat de super-héros. Et il y a une sorte de propos pas forcément très finaux sur ce rapport à la famille des personnages, quand même un peu plus finaux que dans la saga Fast and Furious, mais c'est aussi comment le découpage de Michael Bay à la moitié du film ralentit sacrément, et en fait épouse ce moment de bascule des personnages par aussi son rythme de mise en scène, et c'est assez étonnant. C'est un film qui j'ai du mal un petit peu à avoir du recul dessus. C'est clairement très très loin du meilleur film de Michael Bay, qui est No Pain No Gain. Donc voilà, à voir si vous aimez un peu les expériences autres, mais c'est un film quand même extrêmement éprouvant dans tous les sens du terme. Je vais prendre tout de suite la parole, je te repasserai la parole après Julien, parce que moi aussi je veux dire un mot sur un film très récent, puisque j'ai vu hier L'Ascension de Court le ciel de Jean-Jacques Abraham. Donc le dernier Star Wars. De Jar Jar Abraham. Jar Jar Abrams. Écoutez, je pense qu'un jour on fera des thèses sur le cinéma de studio hypertrophié des années 2010. Et on prendra la trilogie Star Wars comme un cas d'école d'un immense accident industriel qui s'est passé. Parce que... Ça ou n'importe quelle production Disney. Non, mais là, t'as vraiment un truc où le manque de cohésion, le manque de vision de l'ensemble, sur les 3 films, c'est vraiment incroyable, quoi. C'était comme si on avait voulu construire un building sans architecte. Et il faut rappeler quand même pour nos auditeurs que Olivier est la personne la plus mesurée sur cette nouvelle trilogie. Mais je vais commencer peut-être par la qualité du film. Je me suis moins fait chier à celui-là que le précédent. Voilà, maintenant je vais dire... c'est le problème, c'est qu'on se dit un petit peu... C'est le côté un petit peu la mémoire effacée de chaque film, c'est qu'on se dit ça un petit peu à chaque nouveau Star Wars, à un petit peu chaque nouveau Marvel. Ah, c'était un peu moins pourri le précédent, c'est juste parce qu'on l'a oublié en fait. C'est pas vrai, pas dans mon cas en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est un film en fait qui accumule, qui consomme comme un fou pour combler le vide absolu de son existence et de sa motivation. Et c'est un film qui court tout le temps, parce qu'en fait c'est exactement comme si c'était l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi mis dans un seul film, sauf qu'il faut faire ça en 2h30, et on fait comme si le 8 n'avait pas existé. Donc quelque part, c'est vraiment un film qui a pris complètement en compte toutes les remarques qui avaient pu être faites sur la toile par rapport au numéro 8. Et donc c'est un film qui coche toutes les cases. Donc t'as l'entraînement des Jedi, t'as le fait que les personnages maintenant vont quand même avoir un peu plus de scènes ensemble, mais on va quand même leur rajouter des autres personnages pour leur faire avoir des love interests. Tout va vraiment à une vitesse folle, et sous-traite absolument tout, et t'as des dialogues qui vont directement au but comme ça. C'est très bizarre. J'ai fait que 5 ou 6 fois oh, c'est pas vrai, what the fuck, c'est complètement dingue ce qui est en train de se passer. Mais bon, voilà, les décors sont absolument pas exploités. Et puis finalement, on est toujours avec les mêmes ressorts dramatiques qui sont des plans planqués dans des robots, et à la fin, tu as une grande bataille montée en parallèle avec des Jedi qui s'affrontent contre des méchants. Voilà, c'est incroyable comme ils arrivent à rien réinventer, c'est complètement fou. Mais de toute façon, c'est le problème des films Disney ou des films Marvel, c'est le manque de vision absolue qu'il y a derrière. Et un ancien journaliste de Mad Movies, Arnaud Bordas, le pointait assez justement récemment, c'est que quand Bob Iger a racheté la licence Star Wars, c'est qu'ils parlent même pas de mythologie, ils parlent de marque. Et c'est ça ce problème, c'est qu'en fait ces films-là, en fait, il y a aucune vision, parce qu'en fait ils ne cherchent qu'à dire bon, c'est quoi les curseurs de la marque, qu'est-ce qu'il faut mettre dans un Star Wars pour que ça ressemble à un Star Wars. Mais ça, c'est le problème sur les 2 précédents films, c'est 2 films qui se tirent dans les pattes chacun, qui défont. Le film de Johnson défaisait ce qu'avait fait Abrams, il n'avait pas fait grand chose. Ici t'as littéralement Kylo Ren qui refond son masque, hein, tu vois, qu'il a détruit dans le 2, tu vois. Et on te fait croire qu'il y a un plan, qu'il y a une vision d'ensemble. C'est un peu triste, parce que c'est quand même un univers qui a façonné notre cinéphilie, qui nous a fait grandir, et te dire que on est réduit à quasiment
Allez voir ça pour pas passer pour des vieux cons qui tirent sur l'ambulance sans les avoir vus, mais c'est quand même triste de se dire là que ce cinéma-là a disparu, quoi. C'est peut-être avec le docu sur Springsteen par Ridley Scott, un des premiers films réalisés par Twitter, en fait. Ouais, c'est un film qui a été écrit avec un algorithme qui prenait en compte tout ce qui était dit sur les réseaux sociaux. Ouais, récemment, chez Jimmy Kimmel, il y avait Daisy Riley qui était là pour faire un sorte de rap battle de Star Wars, et bien sûr, donc avec toute l'historique de la saga Star Wars, et bien sûr celui qu'on bâche très facilement parce qu'on pisse dans le sens du vent, on tape sur Jar Jar Binks en se foutant de la gueule, faut oublier ça, en oubliant qu'il y a une grande partie des gens qui trouvaient ça génial à l'époque, et c'est la même, à mon sens, c'est peut-être les mêmes qui adorent ça aujourd'hui. Et c'est aussi très facile, parce que bien sûr, moi je déteste la prélogie de Lucas, je déteste le personnage de Jar Jar Binks, mais c'est tellement facile de taper dessus quand tu sors de 2 films aussi pourris qu'ont été les précédents. Je trouve que c'est assez révélateur de l'esprit de l'époque. Merci, on va passer à Julien. Julien, qu'as-tu à nous conseiller donc, du coup, pour ne pas aller voir Star Wars, l'ascension de Court-le-Ciel ? Je vais vous dire de rester chez vous et de regarder par exemple The Long Goodbye, alias Le Privé d'Altman, et qui, à l'inverse d'Edward Norton, qui passe des années 90 aux années 50, enfin qui transpose l'univers littéraire des années 90 aux années 50 dans son film, Altman, lui, passe des années 50 aux années 70, aux 70s. C'est une adaptation d'un Chandler avec Philippe Marlowe. Effectivement. Donc c'est interprété par Elliot Gould dans un de ses meilleurs rôles, et c'est un film qui inspire beaucoup de cinéastes là actuellement. Tarantino a souvent dit son désamour pour Altman, et pourtant il le cite ouvertement dans Once Upon a Time in Hollywood. Et ça, on peut aussi voir des influences dans Under the Silver Lake, etc. Plus qu'une influence, carrément, presque une inspiration. Voilà. Avec en plus Sterling Hayden, il y a un bouquin de Philippe Garnier qui est sorti sur Sterling Hayden récemment. Qui est aussi un acteur fascinant. Mais je ne l'ai pas lu. Mais c'est une idée pour Noël. Hein. Voilà, pour Noël aussi, on pourra avoir une belle édition du The Long Goodbye de